et bienvenue à l'Université permanente. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Marie-Thérèse Deschartres, qui va nous parler, une fois n'est pas coutume, d'Elsa Triolet. Elsa Triolet à Elsa, la construction d'un mythe. Marie-Thérèse Deschartres est l'auteure d'une thèse sur Elsa Triolet. Elle a contribué à l'édition en Pléiade de la poésie d'Aragon, des essais d'Aragon. Elle a fait toute l'édition critique des écrits intimes d'Elsa Triolet. Elle a participé tout autant à la nouvelle édition de la Grande Gaîté qui sort ces temps-ci en Gallimard Poésie. Et ce soir, c'est entre Aragon et Elsa Triolet que nous allons nous situer, si j'ai bien compris. Oui, alors, vous m'entendez? Donc, je vais parler effectivement pas mal d'Elsa Triolet, qui a bien besoin qu'on parle d'elle. Alors, j'ai réussi à placer dans toute l'étude du mythe que je vais essayer de vous faire, Elsa Triolet. Vous allez le voir. Alors, j'espère que vous découvrirez des choses. Alors, je vais donc commencer par faire faire une introduction sur la situation, la compréhension actuelle de ce mythe. Alors, depuis la parution des Yeux d'Elsa en 1942, jusqu'au poème Elsa en 1959 et au Fou d'Elsa en 1963, qui ont consacré la légende du couple, les jugements les plus divergents se sont exprimés et dont les clivages ne tiennent pas du tout forcément au personnage d'Aragon et à ses engagements politiques. Ce sont deux choses différentes. Rares sont les œuvres qui ont déchaîné autant de passion de la part des critiques ou des lecteurs. On a adoré, soutenu en réinterprétant, en surréinterprétant. On a détesté, méprisé, voire ridiculisé les poèmes d'Aragon et de ce que l'on a appelé le mythe d'Elsa. Une confusion s'est très vite opérée dans les esprits entre Elsa Triolet, l'épouse d'Aragon, et Elsa, sujet ou objet des poèmes. Un exemple flagrant de cette situation, qui malheureusement dure encore, a touché l'édition. En 1960, Aragon publie Elsa Triolet choisie par Aragon, où il présente des textes d'Elsa Triolet avec une remarquable introduction sur ses écrits. Et en 1990, il y a une réédition chez Bissidor, ce qui est très bien, sauf que le titre est ainsi fait, Elsa en énorme, en noir, qui barre tout l'espace, le tiers de la page, et en dessous, choisi par Aragon en rouge tout petit. Donc c'est exactement ce que ne voulait pas Aragon. Aragon voulait présenter Elsa Triolet, l'écrivain, et surtout pas le mythe. Alors, vous voyez toutes ces confusions. Les interventions contradictoires du couple troublaient davantage l'interprétation. Aragon n'a eu de cesse de s'opposer à l'idée qu'Elsa est un mythe, tout en concédant qu'il avait une part de responsabilité. Ainsi, dans une soirée à Moscou, en 1959, il lut le poème Elsa, poème dans lequel il proclame, alors je vous le cite pour le situer, « Je suis l'hérésiarque de toutes les églises, je te porte l'encens dans les lieux saints », et où il reconnaît ce qu'il appelle lui-même le culte monstrueux dans ses poèmes. Et il fait précéder d'une longue présentation de ce poème en disant « Elsa n'est pas un symbole. Ce que je dis d'elle n'est pas affaire de métaphore. Il s'agit d'une femme réelle, socialement définie, et par ses rapports avec celui qui écrit, et par ses rapports avec le monde où elle vit, où elle exerce la profession d'écrivain. Et celui qui écrit ici d'elle n'a pas avec elle les liens chimériques de Dante avec Béatrice. » Elsa Triolet, de son côté, mettait l'accent sur le fait qu'elle ne se reconnaissait pas du tout dans les poèmes qui lui étaient dédiés. Dans un entretien avec Francis Crémieux, en 1964, elle fait le parallèle entre son couple, ce que peut être son couple, et le peintre et son modèle. Et une femme de peintre lui avait posé cette question, et voici ce qu'elle a répondu. « Comment est-ce que ça ne te gêne pas d'être tout le temps présente dans des poèmes d'amour ?» Je lui ai répondu. « Toi, ça ne te gêne pas d'être peintre habillée et nue par ton mari ?» C'est exactement la même chose, parce que ça s'arrête là. Ce que le peintre veut dire est après tout assez extérieur. Les véritables relations du peintre avec son modèle ne sont pas peintes, pas plus que dans la poésie d'Aragon ne sont peints nos rapports. Mais ce débat qui court encore sur l'authenticité des déclamations amoureuses et qui a souvent servi d'ailleurs au dénigrement d'Aragon comme faussaire ou d'Elsa Triolet qui n'aurait dû sa réputation qu'au mythe aragonien, est-il le vrai problème ? En fait, il n'a d'intérêt que si on se place dans le domaine de la poésie et de l'écriture. Quelle utilisation poétique est faite de la vie du couple, de la place du poète amant et d'Elsa Triolet, Elsa ? Et pourquoi ?
On pourra se poser la question, dans quelles circonstances le lyrisme amoureux classique se transforme-t-il en mythe? Comment résoudre la contradiction du couple et de l'amour pris dans les déchirures de l'histoire et le temps qui porte en lui la finitude, tout ça ne correspondant pas à la plénitude de l'amour absolu qui réclame l'éternité? Voilà les quelques questions auxquelles je vais essayer de répondre. Alors, je vais d'abord, pour cela, parler de la construction d'un couple et laisser beaucoup la parole, vous allez le voir, à Elsa Triolet, parce que dans ses écrits intimes, elle dit réellement ce qu'a pu être cette rencontre du couple et les quelques années qui ont suivi. Donc, pour mesurer la projection de la vie et sa transformation poétique, je commence par vous rappeler ces principaux éléments de la biographie du couple dans la poésie. Alors, on connaît la légende qui a été mise en place par Aragon et développée par lui jusque dans le film d'Agnès Varda, qu'il a organisé, Elsa la Rose, où l'on voit le couple refaire les gestes d'entrée dans la coupole où ils se sont rencontrés le 6 novembre 1928. Et dans les vers du roman inachevé que vous connaissez ici, voici ce qu'on entend. Ma vie en vérité commence le jour où je t'ai rencontré, toi dont les bras ont su barrer sa route atroce à ma démence. Je suis vraiment né de ta lèvre, ma vie est à partir de toi. Si Aragon parle en poète qui cristallise en un seul jour la découverte d'une femme et d'un amour qui le crée, la vie est beaucoup plus prosaïque, douloureuse et moins magique. Quand Elsa Triolet rencontre Aragon, elle a 32 ans. Elle a été mariée à un officier français, André Triolet, avec qui elle a vécu 1 an à Tahiti, quelques mois ensuite à Paris, et ils se sont séparés en d'assez bonne entente d'ailleurs. Ensuite installée à Montparnasse, comme beaucoup d'exilés, elle va, elle vient, elle va à Londres, elle va à Berlin, elle va à Moscou, mais revient toujours en fait à Montparnasse. Elle est devenue en fait écrivain sans vraiment le vouloir. Ceci grâce à un de ses amis d'enfance, qui est un grand formaliste, qui s'appelle Chklovski, qui avait montré à Gorky son ouvrage Zo ou la troisième Héloïse, dans lequel figuraient quelques lettres qu'Elsa lui avait écrites. Alors Gorky, qui était une grande figure intellectuelle de l'époque, incita Elsa à écrire. Et son incitation fut telle qu'Elsa écrivit. Elle publia en Russie en 1925 à Tahiti, le récit de son année à Tahiti, puis Fraise des Bois en 1926 et un dernier roman russe, Camouflage, qui va paraître à la fin 1928. À cette date, Elsa Triolet est en plein désarroi et dépressive. Plusieurs amours ratés, elle vient en outre de rompre avec Marcel Duchamp, vide d'une vie que l'écriture en russe ne comble pas et qui surtout perd tout sens dans la mesure où elle a choisi de vivre à Paris et malgré la nostalgie de son pays. Elle expliquera plus tard. Je n'étais plus de plein pied avec les miens. Ils avaient vécu la guerre civile, la famine. Je n'avais plus de chez moi à Moscou. J'avais perdu ma place et déjà j'avais Paris dans le sang. Mais aussi, elle ajoute, j'avais perdu ma langue maternelle, mon irremplaçable langue. Et elle entrait, encore selon ses mots, pour toute la vie dans un océan de nostalgie. C'est donc une femme solitaire, douloureuse et désespérée qui, le 5 novembre, la veille de sa rencontre avec Aragon, note dans son journal « Je me languis et souffre le plus souvent au-delà de toute limite. Je crois qu'il faut que j'achète du Véronage. Vais-je le faire ou non ?» C'est elle qui voulut faire la connaissance d'Aragon, comme elle l'explique dans l'ouverture des œuvres romanesques croisées. J'avais lu Le Paysan de Paris, et parce que rien ne pouvait m'être plus proche, plus mien, comme on dit en russe, j'ai voulu connaître l'homme qui avait écrit ça. Si l'on en croit Elsa, c'est sa passion pour la poésie et l'écriture qui l'a conduite à cette rencontre, dont il n'est d'ailleurs absolument pas fait mention dans son journal, qui est abandonné le 5 novembre et qui ne reprend que le 3 décembre, où se trouve là cette fois-ci une allusion à Nancy Cunard, en l'ancienne passion d'Aragon, et à l'infidélité de son amant. Mais dans une phrase qui est dans un contexte que je vais vous décrypter, parce que je vais vous le lire et vous expliquer ensuite pourquoi c'est très clair, en même temps en n'étant pas clair du tout pour la première lecture. Cette offense aussi, nous l'inscrirons au compte général. Je ne vais pas en parler ici. Je ne dois oublier ni les nègres, ni la robe dorée, ni les feuilles au calicot du plafond, ni les rideaux colorés en rouge vif, embrasés par l'enseigne du dehors. Et elle ajoute un peu plus loin, plus énigmatiquement,
quelque chose qui semble renvoyer à sa relation avec Aragon, mais qui n'est toujours pas nommé. Je vais me replonger dans la solitude. Quelle sottise! C'est sans mensonge, sans saleté. Que ça ne soit pas toujours joyeux, c'est bien vrai, mais je ne peux pas lutter. Aragon a parlé de cet épisode en regrettant le comportement humiliant et douloureux qu'il a infligé à Elsa. Alors voici l'histoire, et vous allez mieux comprendre. Un soir, comme très souvent, Aragon et Elsa, avec des amis, sont sortis dans un dancing. Dans ce dancing se trouvait Nancy Cunard, qui ne lâche pas facilement les hommes qu'elle a aimés, s'est approchée de la table où étaient Aragon, Elsa et des amis, et elle l'a invité Aragon à danser, lequel est parti danser avec Nancy Cunard splendide, très luxueusement et très originellement habillée comme d'habitude, dans une robe dorée. Et ensuite, Aragon est parti et a planté là Elsa Triolet. Et c'est ça l'offense dont elle parle. Et les nègres, on connaît la relation de Nancy Cunard, d'ailleurs, qui était partie avec un amant d'origine, d'un amant noir, hein, un jazzman. Elle avait quitté Aragon pour lui. Et elle s'est beaucoup occupée de la négritude. Et donc, Aragon lui-même en a été parfaitement honteux. Il expliquera que c'était vraiment très humiliant, qu'il en a encore des remords et qu'il avait fait ça au nom de sa liberté. Enfin, Elsa Triolet, malgré tout, on en a fait un très beau récit dans Bonsoir Thérèse. Donc ça s'est terminé en œuvre poétique, mais ce fut quand même une blessure très, très, très douloureuse. La situation d'Aragon, puisqu'on n'aimait pas parler de lui, lors de la rencontre d'Elsa est très connue. Dans un état de crise qui touche tous les domaines de sa vie, ses divergences avec ses amis surréalistes, l'expression romanesque interdite, ses premières approches du Parti communiste et les difficultés avec ce parti qui était un parti quand même très, très, très difficile pour un intellectuel à l'époque, sa passion vécue près de 2 ans avec Nancy Cunard qui s'effondre, Aragon a tenté de se suicider à Venise. Revenu à Paris, il brûle sa vie dans le plus grand désordre moral et psychologique. Il mène des intrigues amoureuses simultanées entre Nancy, toujours là, les mains en selle, une danseuse allemande et Elsa. Je laisse encore la parole à Elsa qui caractérise bien ce jeune homme perdu, ce jeune homme impossible, comme se qualifiera Aragon. Tu m'avais apporté le mouvement perpétuel. C'est tout de suite que j'ai pensé à toi comme à Saint Sébastien qui arrache ses flèches. Et de citer le poème, Saint Sébastien porte l'heure à son poignet, 3h10, chevalier de l'ouragan, où avez-vous mis vos gants? Et elle poursuit, la grande gaieté, de quoi mourir de rire, apparue en 1928, quand déjà nous vivions ensemble. Elle est faite de poèmes écrits avant que nous soyons rencontrés. Je faisais connaissance de la perdition, de la destruction, de la fureur. Je pleurais le bel anisé. Mes camouflages qui allaient paraître, n'était-ce pas une histoire de naufrage, un prologue au suicide? Nous étions mûrs pour nous rencontrer. 6 mois plus tard, le 8 avril 1929, le journal de l'Alsace indique clairement un changement dans le couple qui a décidé de vivre ensemble. Alors c'est un assez long passage, mais vous allez voir, il est très intéressant. Évidemment, les choses ont beaucoup changé. Nous vivons ensemble, chose incroyable dans ma vie. Nous avons eu de beaux jours, amoureux, et toutes mes Lénas ont disparu sous terre. Mais mon humaine ruse invente des moyens d'être malheureuse. Je ne crois à rien, je doute de tout, je suspecte tout. Mais qu'est-ce qui m'attend si je m'en vais? L'ennui absolu. Un autre garçon, je n'en ai pas le courage. Et quelle que soit la façon, la force dont il m'aime, ce n'est pas assez, ce n'est pas comme je voudrais. Je rêvais d'un moyen d'équilibrer ma vie, je l'ai, et ma vie d'antan me manque. Je comprends, j'étais un être presque abstrait, et voilà que tout à coup, que l'on me donne une chair et du sang, et un toit et un mari. Mais est-ce que ça existe, des maris comme ça? Un joli garçon, une prima donna. Pour commencer, j'ai eu peur. Va-t-il vraiment renoncer aux autres femmes? Ensuite, il me fait de la peine. Je ne lui permettrai pas de courir la gueuse, et par conséquent de connaître les joies du jeu le plus passionnant, le jeu de l'amour. Car il est né pour cela. Je sais comment il est avec les femmes. Ce qui compte pour lui, c'est séduire, convaincre qu'elles lui cèdent, c'est la victoire. Bref, le grand jeu. Il y a une solution. Partir à Moscou.
Mais à qui vais-je abandonner mon jeune homme? Et au-devant de quoi vais-je aller moi-même? J'ai 32 ans, c'est impossible, douloureux, sans issue. Mais le 30 mai, son journal montre que le couple se stabilise. J'habite l'atelier, toujours à deux, toujours, le bonheur. Avec ou sans argent, bien portante ou malade, c'est toujours le bonheur. Il m'aime. Que demander de plus? Mais Nancy est encore dans les parages. En 1974, Aragon confirmera dans l'œuvre poétique, avec un peu plus d'optimisme dans les dates, la mutation qui s'est opérée dans le couple. Lors d'un voyage à Bruxelles, il affirme « Je savais, malgré mes airs détachés, que j'aimais Elsa, elle seule, et j'eus le mauvais goût de lui dire « pour toujours ». Elsa me regarda de ce regard bleu, lucide, et répondit d'un air d'indifférence « Bah, si ça dure 1 an, ce sera bien joli ». Le premier recueil qu'Elsa Triolet a vu Aragon écrire est Persécuté, persécuteur, qui est publié en 1931 et qui lui est dédié à Elsa Triolet. Au sein de cet ouvrage militant, aux aspects dadaïstes et violemment provoquants, qui tentent de concilier surréalisme et révolution, surgissent soudain quelques vers qui sont déjà l'annonce du dialogue amoureux à venir, bien des années plus tard. Et c'est vraiment surprenant dans ce contexte. Alors voilà, je cite. « Il y a dans tout ce qui précède plusieurs choses très claires pour toi seul. Pour toi seul. J'ai l'impression que cette expression-là, terriblement égoïste, m'a beaucoup servi dans ces derniers jours. » Dans ce recueil, un poème, Lycanthropie contemporaine, rend compte du mal-être profond qui habite le poème et semble faire écho au journal d'Elsa. « J'aime et je suis aimée. Rien ne nous sépare. Pourquoi donc être triste au cœur splendide de l'amour? J'aime et nous nous aimons au milieu d'un naufrage, mais à la pointe d'un poignard. Et je ne peux pas voir le mal que cela va te faire. » Un autre poème, retrouvé plus tard, évoque cette fois-ci l'effondrement d'Elsa qu'Aragon veut protéger. « N'écoute que ma voix. N'écoute que ma voix. Il faut te lever ce matin comme tous les matins de la terre, ma chérie. C'est moi qui te conseille d'affronter la vie. C'est moi qui te parle de la tempête. C'est moi qui déchire le grand voile noir du temple derrière lequel il n'y a qu'un petit escalier rue Campagne Première. » Alors vous voyez que la rencontre du couple ne fut donc pas du tout un coup de foudre. Ce ne fut pas une révélation soudaine qui aurait transformé magiquement leur existence. Il s'est construit au milieu des difficultés pour l'un et l'autre, dans un amour qui s'est affirmé peu à peu et dans une volonté délibérée de se sauver par la force du couple et d'un amour durable. 2 êtres de douleur déchirés qui s'accrochent à l'amour du couple pour trouver une raison de vivre et de survivre, et pour Aragon, ce sera en particulier la poésie. Alors, je vais reprendre un petit peu chronologiquement les recueils d'Aragon, parce qu'on verra qu'Aragon ne commence pas du tout par le mythe, mais procède d'abord par la découverte du lyrisme amoureux, et il le met en place avant de passer au mythe, qui est lié à certaines circonstances. Après le poème militant Ourad Oural en 1934, ce fut pour Aragon un long silence poétique, tandis que l'écriture romanesque prend son essor. Très tôt, Elsa Triolet apparaît dans les dédicaces. Alors on l'a vu dans Persécuté, persécuteur, mais l'une des plus célèbres qu'Aragon a constamment rappelée et commentée fut celle des cloches de Bâle. À Elsa Triolet, sans qui je me serais tue, qui donne à Elsa Triolet 2 fonctions. Celle d'avoir sauvé le poète du suicide, entendez tuer, dira Aragon, et celle qui lui a permis de retrouver le chemin de l'écriture, ce qui déjà donne à Elsa Triolet une aura assez exceptionnelle. Mais il faudra attendre la renaissance de la parole poétique avec le crève-cœur pour que la dédicace réapparaisse désormais sous la forme d'une déclaration d'amour à sa femme, à Elsa, en lettres majuscules, chaque battement de mon cœur. Le recueil se termine par le premier poème où, dans l'œuvre d'Aragon, apparaît le prénom d'Elsa, « Elsa, je t'aime ». Ce court recueil, écrit en 1939 et en 1940, pendant la mobilisation d'Aragon puis le désastre de la défaite et de l'occupation, signe chez Aragon le retour à une parole poétique gelée depuis 5 ans. Il marque d'une façon stupéfiante un renouveau poétique total et le choix d'une esthétique qui s'inscrit dans une tradition lyrique.
Elsa entre dans la poésie au cœur des bouleversements de l'histoire. Cette poésie lyrique procède d'une double nécessité. Une nécessité intime face à la guerre qui sépare les amants, qui met la vie en jeu, autant que d'une nécessité poétique. Aragon croit au pouvoir du verbe dans la confrontation de l'homme aux tragédies de l'histoire. Le crève-cœur, dans un langage de contrebande, ouvre la voie à la résistance. Le retour à l'alexandrin, le chant ou la romance, le lyrisme amoureux touche aux traditions d'une nation et peut ainsi exprimer son désarroi et son malheur. La souffrance du poète devient celle de tous. Et par la romance amoureuse, le poète revendique la grandeur de son chant, de ce bel canto qui le caractérisera, qui porte en lui la possibilité d'un avenir radieux. Voilà ce qu'il dit, ce qu'il écrit dans ce poème. Mais peut-être qu'un jour les mots que murmura ce cœur usé, ce cœur banal, seront l'aura d'un monde merveilleux où toi seul sauras que si le soleil brille et si l'amour frissonne, c'est que sans croire même au printemps, dès l'automne, j'aurais dit traderidera comme personne. Si le lyrisme amoureux prend naissance avec une forme de séduction étonnante autour d'Elsa, ce n'est que dans le recueil suivant que le mythe prendra forme. Les yeux d'Elsa, titre du recueil de 1942, paru en Suisse, est aussi le titre du poème d'ouverture. Ce poème renchérit lui-même le caractère obsessionnel de l'image des yeux d'Elsa dans sa première et sa dernière strophe. Alors vous les connaissez certainement, je vous les rappelle, pour que vous soyez bien dans l'ambiance. Tes yeux sont si profonds qu'en me penchant pour boire, j'ai vu tous les soleils du monde y venir s'y mirer. Si je t'ai à mourir tous les désespérés, tes yeux sont si profonds que j'en perds la mémoire. Et la conclusion, c'est « Il advint qu'un bon soir, l'univers se brisa sur des récifs que des naufrageurs enflammèrent. Moi, je voyais briller au-dessus de la mer les yeux d'Elsa, les yeux d'Elsa, les yeux d'Elsa. » Le mythe, donc, est posé d'emblée. Alors, pourquoi est-il posé d'emblée à ce moment? Pourquoi tout d'un coup faire apparaître le mythe? Le livre s'inscrit dans un contexte historique particulier, celui de la France occupée et d'un gouvernement qui collabore avec les Allemands, à la fois clairement résistant, mais utilisant encore la contrebande qui permet à l'ouvrage de circuler et dont les partis pris permettent aussi de mener une lutte contre l'idéologie nazie qui déferle sur le pays. Aragon donc va reprendre la tradition de la poésie courtoise. Vous savez que la poésie courtoise, et Aragon en a beaucoup parlé, l'a beaucoup expliqué, est une invention française et défend des valeurs qui sont au cœur de la culture française. Les trouvères qui ont chanté l'amour courtois défendaient contre la barbarie des mœurs les qualités humaines les plus hautes et que la femme en était la représentante. Lancelot, Perceval, se soumettent légitimement au désir de la femme aimée. Et pour reprendre cette tradition, reprendre ce contexte amoureux, c'est pour Aragon le moyen de parler à tous et d'introduire une autre philosophie de la vie que celle des nazis. Il prend ainsi le contre-pied du mythe de la virilité venu des nazis et qui séduisait bon nombre d'intellectuels, tels Monterland, contre lequel Aragon défendit ce qu'il a appelé, ce que Monterland avait attaqué, la morale des midinettes. Alors Aragon va défendre la morale des midinettes attaquée par Monterland. Monterland voyait dans la conception médiévale de la chevalerie une niaiserie sentimentale, un efféminement, une décadence de la pensée qui se devait d'être virile, parce qu'il s'alignait, il admirait ces beaux soldats allemands. Pour Aragon, le mythe est bien autre chose. Les mythes remis sur leurs pieds, expliquera-t-il, ont force non seulement de faire rêver, mais de faire agir, de donner à l'action et aux songeries de chez nous cette cohésion, cette unité qui paraissait alors en 1941 si hautement désirable. La dernière section du recueil, qui forme une boucle avec le poème d'ouverture, porte un titre sans équivoque, Cantique à Elsa, et installe le mythe et le développe. Il y a une série de poèmes qui sont vraiment ceux qui installent le mythe. Dans l'un des poèmes, qui s'appelle Les Belles, le poème annonce à Elsa que les grandes figures de femmes aux amours devenues mythiques, alors les femmes Laure et Pétrarque, Hélène de Ronsard ou Bérénice que vous connaissez,
Il lui dit, Elsa, Laure, Hélène et Bérénice sortiront t'accueillir, quand tu arriveras au paradis, comme en mois de Marie, comme en mois de Marie. Et il ajoute, elles diront Elsa comme un mot difficile, Elsa qu'il faut apprendre à dire désormais. Dans le poème suivant, Constellation, des vers d'une virtuosité époustouflante, dont les allitérations, rimes, assonances provoquent le vertige du lecteur de la même façon qu'il emporte le poète dans la démesure verbale, où là, cette fois-ci, le sens se perd. Je vous le lis. Je tresserai mes vers de verre et de verveine. Je tresserai ma rime au métier de la fée. Et trouvère du vent, je verserai la veine avoine verte de mes veines pour récolter la strophe et t'offrir ce trophée. Mais le vertige n'empêche pas la conscience de cette puissance de la voix poétique que le poème assume. Le poème grandit, m'entraîne et tourbillonne, reconnaît-il. La démesure chez Aragon fait partie d'un choix politique délibéré. Le poète doit créer cet emballement du poème jusqu'au vertige. Et ce sera le cas dans nombre de poèmes consacrés à Elsa, et pour lui, ce vertige est au cœur de la poésie depuis le surréalisme. Son livre « J'abats mon jeu » s'ouvre sur un article de 1958 qu'il commence ainsi. « Je n'ai jamais rien demandé à ce que je lis que le vertige. Merci à qui me fait perdre la tête. Aucune règle ne préside à ce chancellement pourquoi je donnerai tout l'air du monde. » Le vertige du poème et du lecteur, souvent aussi, qui est produit par ce travail poétique, gouverne le développement du mythe qui s'affirme ensuite, mais avec fierté et clarté, dans la tradition de la poésie amoureuse. Donc Aragon peut passer des excès les plus fous, des mesures plus folles, à des vers très cadrés, très nets. Je vous le lis. Le premier je décris, et le premier je nomme, hier inconnu aux astronomes, ta constellation, chevelure d'Elsa. C'est vraiment la tradition du poète amoureux, dans le lyrisme amoureux. Dans un effet de rupture qui lui est coutumier, le poème suivant, qui s'intitule « Ce que dit Elsa », abandonne le mythe pour revenir à la réalité en faisant parler sa femme. Tu me dis que ces vers sont obscurs. Tu me dis notre amour, s'il inaugure un monde, c'est un monde où l'on aime à parler simplement. Laisse là Lancelot, laisse la table ronde, laisse un peu l'orchestre des tonnerres, que ton poème soit l'espoir qui dit à suivre au bas du feuilleton sinistre de nos pas. Tu me dis, si tu veux que je t'aime et je t'aime, il faut que ce poème, ce portrait de moi tu peindras, et comme un ver vivant au fond du chrysanthème, un thème caché dans son thème, et Marie à l'amour, le soleil qui viendra. Donc elle lui propose une autre poétique, en particulier celle de la contrebande. Ces paroles qui ouvrent un débat donc sur la fonction de la poésie dans des temps de violence et de combat correspondent certainement à la réalité des discussions du couple. D'autant plus que c'était Elsa Triolet qui avait parlé la première fois, à propos d'ailleurs de ces nouvelles de l'occupation, de l'exode de l'occupation, de contrebande. Et c'est un peu elle qui a mis en place ce terme qui a été ensuite repris légitimement parce que c'était le bon terme. Mettre en question de cette façon un travail poétique est pour Aragon témoigner bien sûr de ses propres préoccupations dans le choix poétique qu'il a fait et sa possible éventuellement remise en cause, comme elle sera plus tard, mais au-delà, il donne à Elsa une autorité dans le domaine littéraire et un statut d'égalité sur ce point avec lui. Or, on sait qu'Aragon, tout en défendant depuis l'époque surréaliste et contre ses amis l'idée de l'égalité, voire de la supériorité de la femme sur l'homme, n'a pas su toujours dans sa vie de couple agir en conséquence. Il fera amende honorable de son attitude qui visait à protéger sa femme, bien sûr, mais aussi à l'empêcher d'agir comme lui, comme un homme. Dans un texte de l'œuvre poétique, il raconte comment Elsa l'accusa, lors de la préparation du Congrès pour la défense de la culture en 1937, de vouloir le marginaliser. Une fois de plus, tu es comme ça. Tu veux me mettre de côté, sous prétexte d'un danger auquel tu n'as aucune raison de croire. Je croyais t'avoir expliqué que j'entendais travailler comme toi dans un domaine qui est certes le tien, mais aussi le mien. Il est donc probable qu'Aragon, qui a toujours eu un fort sentiment de culpabilité vis-à-vis de sa femme,
lui offre dans un beau et limpide poème cette place qu'elle dut certainement préférer au feu d'artifice du mythe. Le dernier poème du cantique à Elsa, dernier aussi du recueil, qui s'intitule « Elsa valse valsera » et que vous connaissez tous certainement, répond aux vœux d'Elsa. Dans le tourbillon d'une valse qui rythme le poème, Aragon raconte leur vie passée à tous deux pour donner un sens au combat et à l'espérance, en laissant le soin au lecteur du décryptage du dernier vers. L'amour est-il Elsa ou la France, ou la fusion des deux amours? Voilà, je vous lis ces derniers vers. Mon amour n'a qu'un nom, c'est la jeune espérance. Levez les yeux, beaux fils de France. Mon amour n'a qu'un nom, mon cantique est fini. Voilà. La parade qui va suivre va être une mise en parenthèse du mythe. Les années 42-44, le mythe n'est plus d'actualité. La parole directe s'impose dans un contexte de résistance. L'amour y a encore une place, mais les poèmes en disent les malheurs, les souffrances, dans un temps déchiré où l'amour heureux, qui dépend autant de l'histoire que de sa propre vie intime, ne peut pas exister. Ce sera, dans la Diane française, vous connaissez, il n'y a pas d'amour heureux. Elsa au miroir, qui, vous savez, au beau milieu de notre tragédie, dit Aragon, peigne ses cheveux au reflet d'incendie. C'est une entre toutes les femmes où le chant d'Elsa est encore là, la seule chose qui permet de ne pas sombrer dans le désespoir. Même c'est au jour de la pire misère, si les cœurs sont muets, si les yeux sont déserts, j'aurais dû moins chanter que ma voix s'en brisa, quand d'autres d'Aélis, moi j'aurais dit Elsa. Le Nouveau Crève-cœur, en 1948, ouvrage où la politique domine, place en son centre une série de poèmes sous le titre « Amour d'Elsa ». Ils évoquent des moments de la vie du couple, livrent les confidences du poète sur ses obsessions qui s'amplifieront dans les recueils suivants. Peur pour celle qu'il aime, peur de la perdre, jalousie démente, mais aussi rappel du lien indissoluble entre histoire et amour. L'histoire, mon amour, ont la même foulée. L'histoire et mon amour ont la même foulée. Alors que la politique fortement présente dans ce livre envahit les poèmes suivants, pas toujours pour le meilleur, il faut attendre 1956 et le roman inachevé pour que le lyrisme amoureux refasse surface. La prose du bonheur d'Elsa suit La nuit de Moscou, où Aragon fait le bilan douloureux de la vie de la fin de ses rêves. Je suis dans le fossé, je compte mes blessures, je n'arriverai pas jusqu'au bout de la nuit. Mais où il lance aussi dans un acte de foi final, je porte le soleil dans mon obscurité. Elsa est alors celle qui peut le comprendre, celle qui l'appelle à l'aide, celle qui lui redonne espoir et lui permet de retrouver son équilibre. Et c'est avec le poème suivant, Elsa, qui est un très grand poème, très complexe, dont je vais vous parler, que se parachève le mythe. Dans ses entretiens avec Dominique Arban, il revient au mythe en dépassant le lyrisme amoureux, et c'est vraiment là qu'on a le summum du mythe. Dans ses entretiens avec Dominique Arban, en 1968, Aragon explique qu'intervient en toute logique, après le roman inachevé, le poème intitulé Elsa, qui s'articulent tous deux par prose du bonheur et d'Elsa. De même, ajoute-t-il, Elsa achevée, c'est le problème général de la poésie qui se trouvait alors posé, soulevant d'ailleurs chez ceux des poètes qui avaient cru me suivre d'assez vives contestations. Ça, c'est ce que dit Aragon. Sa réponse sera les poètes, le recueil Les Poètes, donc la même année, et tout particulièrement le poème qui parle d'Elsa, je lui montre, enfin, qui ne parle d'Elsa, mais qui est adressé à Elsa, je lui montre la trame de mon chant. Le poète, dans ce long poème, passe en revue, expose tout ce qui se passe en lui dans le processus de création. Il met en lumière le rôle que joue Elsa, sa réussite, et sa femme et son inspiratrice par les romans qu'elle écrit. Il relève ses blocages, sa réussite, quand il peut dire lui-même « j'ébarre par les mots sur la réalité », ce qui est une vraie réussite, pour finir par reconnaître avec ironie
que l'origine du poème se trouve sur un bout de papier où il avait griffonné au dos une phrase anonyme d'Elsa. Dans ce cadre, le mythe d'Elsa n'a aucune raison d'être. Sa présence est le prétexte à parler de poésie et d'inspiration, et par là même, en insistant longuement sur des romans d'Elsa Triolet, Rosa Credi ou Luna Park, il lui redonne son existence sociale. Elle est un écrivain et un écrivain de talent. Rosa Credi et Luna Park sont évidemment des livres d'Elsa Triolet. Le poème Elsa, donc, est aussi d'un autre ordre. Le poème Elsa Triolet est d'un autre ordre que les poètes. Il est entièrement consacré à Elsa et il construit vraiment ce qu'il nomme un culte monstrueux. Ce qui est, semble-t-il, le fondement de ce recueil, c'est vraiment comme ça qu'il est perçu partout, a souvent étouffé tout ce qui, dans ce long poème, n'a rien à voir avec le mythe, rompt avec le mythe et renverse même le mythe. Mais le mythe est si fortement présent dans l'orchestration du poème qu'il donne le sentiment de tout emporter. Est-ce qu'on pourrait ouvrir le livre un peu au hasard et on y trouverait presque tout le temps un par-ci par-là, ou alors des longs poèmes avec des vers d'adoration, la plupart toujours entraînés par ce que j'appelle l'emballement de l'écriture, et où s'étale la deux-mesure. Alors voilà un exemple. « Vois mes genoux en sang de prier devant toi, mes yeux crevés pour tout ce qui n'est pas ta flamme. Ton nom, le jardin de toute passion, passion, la passion du Christ avec un P majuscule. Ma floraison, mon embellie, ô ma raison, ma folie, mon paradis, mon incendie, mon univers, Elsa, ma vie. » Le poète lui-même commande ce vertige qui le dépasse. Il y a une reprise anaphorique, ça veut dire une reprise systématique, de « Qu'est-ce qu'il m'arrive ?» dans un long poème et pathétique poème en prose, débouche sur la mise en question de sa vie. Qu'est-ce qu'il m'arrive ? Je viens tout à coup de m'entendre, d'entendre ma voix venant de loin, hors de moi. Qu'est-ce qu'il m'arrive avec le chant énorme qui toujours m'habite et me dévore ? Mais qu'est-ce qu'il m'arrive ? Où est-elle, ma vie ? Et tout ce qui valait qu'on lui sacrifiât tout. Dans un autre poème, versifié celui-ci, et signalé par l'italique, il y a beaucoup de jeux sur les différentes formes poétiques. Le poète revient sur l'épouvante d'être dominé par la fureur poétique, fureur prise dans le sens d'un délire divin, que dans le sens premier. Qu'ai-je en moi qui me mord, ce monstre, ce cancer ? C'est comme un autre moi-même, un monstre furieux, qui ne m'écoute pas, terrible et me ressemble. Il faut coûte que coûte avec lui marcher l'amble. Je déborde d'un chant sublime, impérieux. Mais ici, dans un renversement du poème précédent, ce délire du chant trouve sa justification, non pas dans l'histoire de sa propre vie et de sa souffrance, mais dans le culte d'Elsa et sa propre célébrité que ce culte va lui donner. Un jour, Elsa, mes vers qui seront ta couronne et qui me survivront d'être par toi portés. Plus loin, il dit « Car ceux-là qui vont lire un jour Elsa, mes vers, n'y peuvent séparer te nom de l'univers, et leur bouche de chair modèle ta statue. » Mais le mythe joue, selon moi, un rôle beaucoup plus intime. Il permet la sublimation des angoisses et des douleurs qui déchirent obsessionnellement Aragon. Le temps qui passe, la vieillesse et la mort, la disparition du couple, la peur de perdre la femme aimée, le sentiment d'altérité dans le couple jamais comblé, l'impossibilité de percer le mystère de la femme qui toujours lui échappe, la jalousie qui le dévore éternellement et l'obsession de sa propre mort. Le poète se dépeint comme transpercé de glaives, de poignards, crucifié, anéanti de voir souffrir celle qu'il aime. Je ne sais plus rien de moi-même, mon enfer est ton enfer. Finalement, tout ce qui concerne Elsa la merveille, Elsa la divine, le mythe Elsa, le versant lumineux du poème, a son versant de chanson noire, qui est le titre d'un poème. Celui du poème, qui n'est que faiblesse, insuffisante, culpabilité, déchirement et douleur. Par l'hommage exalté à Elsa, par la splendeur de sa poésie, il se réunifie, dépasse les angoisses, les déchirures et les blessures de sa vie et retrouve sa raison de vivre et d'écrire. Dans ce poème, Elsa, je l'ai dit, d'une très grande complexité, je voudrais m'arrêter sur un thème qui, je pense, est très important, c'est la place qui est faite à l'écrivain Elsa Triolet. Le poème est inspiré, selon Aragon, de Rosa Credi, qui a vu le jour en même temps.
Quand il présenta au public son poème, il insistera sur ce point. Le recueil explique, dit-il, la nature des sentiments qui m'animent quand Elsa écrit un roman à côté de moi. Quand je vois naître de ses mains, surgir dans ses yeux, les personnages qu'elle a le don singulier d'animer d'une vie réelle, à la naissance desquels j'éprouve quelque jalousie d'être absolument étranger. Quelque jalousie, c'est peu dire. Lorsqu'il évoque les créatures nées des rêves de sa compagne, c'est pour les imaginer en lutte avec celles que lui pourrait faire vivre. Peut-être les entendrions-nous se disputer dans la pièce voisine, mes fils envieux et les tiens. Peut-être y aurait-il pour eux cette guerre entre nous que j'ai toute la vie hésité à te mener sans merci, parce que l'homme n'est heureux que de faire plier, capituler ce qu'il adore. La préciosité du dernier vers, s'alliant au prosaïsme de l'expression des vers précédents, prend un relief particulier. La vie du couple amant-écrivain est perçue comme le lieu d'un douloureux combat, qu'il soit fantasmé ou réel, et dans ce combat, l'égocentrisme du bouc, dont s'accusera plus tard le narrateur de Blanche-Houlby, est fondamentalement destructeur. La rivalité et la violence des relations éclatent aussi dans une image terrible pour Elsa, qui a toujours été hantée par la souffrance de la maternité impossible. Elle s'était fait avorter, était devenue stérile. Il naissait des êtres de toi que je ne t'avais pas fait. Personne ne saura jamais la violence, la torture, la jalousie, l'égarement qui s'emparait de moi quand tu avais enfin la cruauté de montrer ces enfants de toi seul. Tout en avouant ses propres blessures et en rappelant la revanche de l'écriture sur les malheurs de la vie, Aragon repasse sans merci le couteau dans la plaie. Il accorde certes une légitimation à Elsa écrivain, mais le discours est si subjectif, si centré sur la jalousie, qu'il ne peut porter ses fruits. Ce qui ne sera pas du tout le cas quand il écrira Blanche-Houlby, où la question de la reconnaissance d'Elsa romancière est au cœur du roman. Elle sera alors légitimée par ce qu'on appelle, vous savez, l'intertexte, c'est-à-dire que des romans d'Elsa Triolet sont introduits dans le roman à côté d'Oderling ou de Flaubert et entrent dans la composition de Blanche-Houlby et en donnent le sens. C'est donc vraiment une très grande reconnaissance, une grande gratification. Il faut se souvenir que la place que donne Aragon à l'écriture d'Elsa prend aussi son origine et sa signification dans leur histoire personnelle. Aragon n'avait pas compris qu'Elsa avait été un véritable écrivain de langue russe avant qu'il ne la rencontre. Il n'avait pas vu qu'elle écrivait en secret, changeant de langue dans la douleur. Elle avait parlé d'un corset de plâtre, d'être entourée de barbelés. Et ceci avant qu'elle ne lui donne à lire, donc tardivement vers 1937-38, puisque Bonsoir Thérèse a paru en 1938. Ce sont les premières pages de Bonsoir Thérèse, premier ouvrage qu'Elsa Triolet a pu écrire en français. Ces quelques pages a d'abord qu'a lu Aragon. Sa compagne en avait été profondément blessée, comme elle le raconte dans la préface aux ORC, et on sent encore la blessure. « Je m'entêtais, je me persuadais que pour écrire, il m'aurait fallu t'entendre dire « écris ». Or, tu ne voulais toujours pas me le dire. Et quand j'ai recommencé à écrire, c'était contre toi, avec rage, avec désespoir, parce que tu ne me faisais pas confiance. J'allais essayer d'écrire en français pour que tu me dises « écris » ou « n'écris pas », en connaissance de cause. Aragon avouera sa honte d'avoir été aveugle et sourd si longtemps et s'en culpabilisera toujours. On le retrouve jusqu'à la fin de sa vie, où il parle de la vie d'Elsa Triolet. Il conclura lui-même, Aragon, « Cette histoire éclaire bien des choses dans notre longue aventure à deux et dans ce que nous en avons écrit ou avoué plus tard. Mais cette histoire explique aussi en partie le sentiment d'infériorité qu'Elsa Triolet intériorisera toujours, malgré tous les chants les plus idolâtres d'Aragon, malgré tous les efforts qu'Aragon faisait pour passer devant elle, comme il disait, avec une insistance, des voix insupportables pour les médias, les journalistes, à présenter en premier Elsa, qui évidemment s'intéressait au départ plus à Aragon. Donc malgré tout ça, Elsa Triolet est restée, se sentait toujours inférieure et minorée, mais même elle-même dans sa tête, visiblement. Et comme au fond le mythe flatteur
la fatiguait. Il pensait que ça n'était pas elle. Elle pensait qu'elle voyait bien sa beauté, elle voyait bien l'utilisation qui en était faite, mais en même temps, c'était pas elle, Elsa Triolet, romancière. Dans un brouillon d'une lettre destinée à Aragon que j'avais retrouvé dans un de ses cahiers d'Elsa, un cahier écrit en français, dans une partie écrite donc en français, puisque c'était dans les débuts des années, je l'ai daté à peu près des débuts des années 50. C'est une assez longue lettre, avec beaucoup de maladresse, mais alors qui est sortie du cœur, une sorte d'un brouillon qui visiblement n'a jamais été envoyé à Aragon, puisqu'on n'en a eu trace nulle part, et qu'Aragon n'en parle pas du tout à ce moment-là. Il parlera d'une autre lettre plus tard que vous connaissez certainement, qu'on a retrouvée dans les archives d'Aragon, une lettre qu'Elsa lui avait envoyée pour lui expliquer comment sa vie était, avec lui était insuffisante, d'incomplétude, de souffrance et de solitude. Et auparavant, il y avait déjà, donc dans les années 50, avant cette lettre qui est beaucoup plus tardive, et que Aragon la signalera et en fera un objet de romanesque dans Blanche Oubli. Je m'entêtais, je m'aperçois, voilà ce qu'elle écrit dans ce brouillon. Pardon, je n'étais pas là. Attendez. Je retrouve mon texte. Alors, non, j'ai retrouvé la lettre. Hein. Donc, dans ce brouillon de lettre, bon, voilà ce qu'elle écrit. Voilà 25 ans, je vous en donne que des petits extraits. Voilà 25 ans que tu gémis tous les jours, toutes les nuits que le bon Dieu a fait, jamais heureux, revendicatif, blessé. J'ai tout partagé, écouté, malheureuse, revendicatrice. Et elle ajoute un reproche, qui sera donc repris dans l'autre lettre aussi, qui sera celle de Blanche Oubli. Pour toi, la pluie ne tombe jamais que sur toi, et tout mon amour est par rapport à toi, et tout ton amour est par rapport à toi. Et si je meurs, cela sera par rapport à toi. Cette reconnaissance demandée est d'autant plus nécessaire qu'Elsa et Aragon le sait très bien, s'est toujours sentie une étrangère. Dans le même manuscrit, elle fait cet aveu touchant. Alors, Aragon détestait les fautes d'orthographe, je vous dis tout de suite. Mais je fais des fautes d'orthographe et de français. Je suis de nulle part et je me réveille avec de petites et bien modestes illusions en marge, comme à côté d'un Petrovitch. C'est le surnom d'Elsa Triolet, d'André Triolet, pardon. D'André Triolet. Cette lettre est intéressante car elle porte en elle toute la distance qui existe entre Elsa Triolet et Elsa la Muse, mais aussi le remords, la culpabilité et la tentative de rachat du poète qui crie à l'infini son amour. Mais ce mythe est quand même très ambivalent parce qu'il crée un renversement de situation dans le couple. À chaque fois, je vous l'ai dit qu'il y a cette fameuse chanson que j'ai repris le terme d'Aragon d'un poème, cette chanson noire. À chaque fois, c'est d'Aragon dont il est question. Et c'est Aragon qui est à genoux, déchiré, souffrant, et c'est qui se sacrifie pour son idole. Donc c'est plus Elsa Triolet souffrante, c'est Aragon souffrant. C'est un autre. Bon, mais malgré tout, c'est une forme de rachat qu'Aragon fait dans ce mythe. Et il aura une autre forme de rachat en peuplant ses poèmes de références aux œuvres d'Elsa Triolet et en croisant ses œuvres aux siennes dans l'énorme édition de leurs œuvres romanesques. Mais si Elsa était heureuse de ce croisement, qui l'unissait à jamais à l'homme qu'elle aimait et admirait, elle était aussi très lucide et inquiète sur sa place par rapport à celui qu'elle considérait comme un génie. Pierre Hulin, dans des mémoires qu'il a écrites, qui était chargé de la publicité des lettres des œuvres romanesques, et a eu plusieurs fois des rencontres avec Elsa Triolet. Et il rapporte qu'au cours de leur discussion, elle lui avait dit en riant, la réclame exagère toujours pour ce qui me concerne naturellement. Toutefois, attention à la critique. Il me déplairait de faire figure de wagon de marchandises accroché au Nord Express. Alors, nous sommes arrivés bien loin du mythe. Alors, que conclure ? Je pense que la conclusion, c'est que Elsa, poème, n'est pas seulement un cantique à la femme aimée. Il revisite la vie, l'histoire du couple, la possibilité et la valeur du chant. Il est une réflexion sur la poésie et sur soi-même, et par là même se rattache aux romans à venir, La mise à mort et Blanche l'oubli. Mais là, c'est une autre histoire. Et je m'arrêterai là parce qu'il y a encore d'autres choses à dire. Je vous remercie.
Merci beaucoup de nous avoir parlé d'Elsa et surtout d'Elsa Triolet. Y a-t-il des questions maintenant? Non. Alors vous remarquerez que je me suis arrêtée là parce que après il y a un livre qui est d'une complexité énorme dont on ne peut parler comme ça hein, en 5 minutes. C'est Le Fou d'Elsa, mais qui est quand même dans un autre esprit, qui est un roman qui brasse le passé, le présent pour créer l'avenir, un avenir qui sera autre. Et donc, bon, je ne pose pas le problème du mythe de ce roman qui est complexe aussi. Je n'ai pas non plus, parce que je n'ai pas le temps, parlé des poèmes suivants, des derniers poèmes d'Aragon, qui sont des poèmes très désespérés, hein, désespérants, où le couple il y a d'abord le voyage de Hollande, qui est un poème plein de mélancolie, où le couple est vieillissant, il se retrouve là. Il ne m'est paru que d'Elsa, où Aragon parle de ce couple qui vieillit et qui attend la mort un peu loin du monde, chez eux, rue de Varennes. Et il y a surtout le magnifique recueil Les Chambres, où Aragon parle de toutes les chambres de leur vie à tous les deux. C'est un poème absolument déchirant, où on revit une vie faite de blessures, de déchirements, de déceptions absolues, où même le couple reste quand même dans une grande solitude, dans une grande, souvent, incompréhension l'un de l'autre, presque pourrait-on dire, d'une altérité profonde, mais qui par-dessus tout s'aiment profondément et encore au seuil de la mort se protègent dans cet amour. Voilà. Donc ça, j'en ai pas pu en parler plus. Bon. Pardon ? Ça, le micro ? Ah. C'est pas une obligation, hein, si vous avez tout compris. Non,